Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Marseille, dans le port de Séticos. Aujourd'hui, pour ce Stratégiquement Vôtre, ce numéro de Stratégiquement Vôtre va faire écho à un travailleur de l'ombre que j'avais sorti il y a quelques jours, il y a une petite semaine, le numéro 9 de mémoire, qui traitait du gameplay des croiseurs russes de tier 6 et 7, c'est-à-dire le Budionni et le Shkors. Cette fois, je vais vous proposer deux gameplays, toujours de croiseurs russes, 7 et 8 cette fois, donc le Shkors et le Chapayev, qui est son grand frère dans l'arbre technologique, le tier 8. Grosso modo, on a tendance à penser que si le Shkors est un grand frère du Budionni, le Chapayev est un grand frère du Shkors, c'est pas tout à fait vrai. Autant le Budionni et le Shkors sont des gameplays très très semblables, autant le Chapayev peut être joué d'une manière assez différente, même s'il fait très mal. En fait, Chapayev n'est pas que un Shkors avec un radar. On va s'en apercevoir, il a d'autres qualités. Il se joue peut-être un poil plus statique et un petit peu en collaboration, un tout petit peu plus en collaboration avec les cuirassés. Mais on va voir ça. Alors dans les deux batailles, c'est Falco, le commandant Falco de mon clan, qui m'a proposé ces deux gameplays différents, Shkors et Chapayev, je l'en remercie, et on attaque tout de suite avec le Shkors, et je vous en souhaite un bon visionnage, à tout de suite. Alors pour cette bataille, nous sommes donc avec le Shkors, et le Shkors du commandant Falco, membre de mon clan. D'ailleurs il est en division avec un autre membre de mon clan, Maury, qui est sur son Charnorst, un navire qu'il affectionne particulièrement. Alors, Falco, je sais ne sais pas ce qu'il pense du Shkors, on n'en a jamais trop parlé, mais je sais qu'il se débrouille bien avec. Il a apparemment un bon feeling. C'est un superbe navire, hein, je l'ai dit, je le répète, j'ai toujours déclamé mon amour pour ce navire. Pour moi, c'est mon navire préféré. Et pourtant, je sais que dans les tier 7, il y en a des tonnes et des tonnes de navires que j'aime, entre Tomioka. Mais bon, le Shkors, c'est une place à part. Falco n'a pas tombé dans le piège de foncer dans la passe des DD. Là, je vous montre. Là-bas, il n'est pas parti. Maury, oui, je pense que Maury, c'est un petit peu, ça lui arrive parfois. Il a un petit peu de mal à charger la partie. Donc il n'est pas encore complètement démarré. Ça va venir, ça va venir. Et du coup, Falco préfère revenir vers le centre et patrouiller le long de la ligne de faille, justement, derrière les petites îles, où il va pouvoir se cacher et profiter de la bonne cloche et de l'extraordinaire reload du Shkors pour détruire tout ce qui bouge. Alors il est outillé en anti-air, hein. Manque de peau pour lui, il n'y a pas de porte-avions. Là, il fait demi-tour et il suit. Il reste dans le... Il sait pas trop. Apparemment, on vient de leur dire que le Guide, qui était... Ouais, leur Guide, c'est-à-dire leur seul destroyer, et il est AFK et a été obligé de... Il a été obligé de, de quitter la game. Il revient très vite. Le Guide qui est en division avec les deux Queen Elizabeth. Alors un des membres de Queen Elizabeth vient d'avertir l'équipe en disant désolé les gars, on n'a pas notre seul DD, on l'a pas. Donc du coup il faut changer un petit peu la tactique. On a une jolie ligne de bataille de croiseurs qui se fait, qui descend le long de cette faille là. C'est tout à la fois risqué mais particulièrement malin parce que s'ils arrivent à... Ils pourraient arriver à prendre en revers un certain nombre de navires. Je ne sais pas si Maury est rentré dans la bataille. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il est AFK lui aussi. J'ai l'impression qu'il est AFK. Alors, le GAE2 a quitté la division A. Du coup, ça veut dire qu'il a probablement quitté le jeu. Et il tente de relancer le jeu. Maury a lancé son avion, donc ça y est, il est dans la partie. Du coup, Falco va profiter, va faire la deuxième mâchoire.
en allant, maintenant que Mori est revenu, et qu'il peut bénéficier éventuellement du soutien du Charmors dans son dos, il va va pouvoir s'engager. C'est risqué. Moi, personnellement, je le ferai pas. Hein. Je déteste ce passage. Et je refuse définitivement d'aller. Alors, voyons un peu. Fidji. En plus, il est soutenu par un autre cuirassé. Je pense que c'est un Queen Elizabeth. Bon, là, il est très vite passé à la paix. C'est juste parfait, quoi. Il n'y a rien à dire. Regardez le Fidji. Alors, il s'est pris une citadelle, c'est vrai. Mais regardez le Fidji qui descend à toute allure ses points de vie. Deuxième citadelle. Écoulée, voilà. Alors, lui, il s'est pris 2 citadelles. Hein. Il a payé cher. Clairement. Pensacola et Nagato qui lui ont tiré dessus. Je pense que c'est Nagato qui lui a fait ça. Alors, hop, on y retourne. Là, il est repassé très vite à la HE. On peut switcher bien, même quand on a tout rechargé. Le reload permet quand même de pratiquement 6 secondes, 5 secondes, un peu moins de 6 secondes. Alors Mori qui engage le Nagato. Et Falco, pardon, qui est parfaitement placé. Il est en seconde ligne et il a SMAT. L'idéal, ce serait qu'il trouve le Pensacola pour détourner, parce que là, ils sont tous les deux sur le Charmhorst. Effectivement, il y a un autre Charmhorst et un Queen Elizabeth qui sont là. Alors bizarrement, les 2 Queen Elizabeth qui sont en division ne sont pas ensemble. C'est étonnant. Ils se soutiennent pas. L'autre Queen Elizabeth est plus loin. Donc le Nagato. Le Pensacola qui est caché. Mais alors il y a une smoke. Ça veut dire qu'il y a un... Ah ouais, c'est peut-être la smoke du Fidji. Là, il vient de se prendre un gros coup. Et là, apparemment, il s'en prend à Falco. Il a intérêt à tourner très vite. Voilà. Il faudrait qu'il se mette à la paix et qu'il passe tout de suite sur le Pensa. Parce que... Ah non, il peut pas. Il sait où il est, le Pensa, mais il est derrière l'île. Donc, il a SMAT, le Nagato. Bah, le Nagato, là, il y a tout le monde sur le dos. Hein. Queen Elizabeth qui prend le kill. C'est vrai que Mori et Falco peuvent l'avoir mauvaise. Ils ont, pour l'ainsi dire, mis le maximum de dégâts sur le Nagato. Bon, on va dire qu'il a participé. Alors, il y a effectivement le Queen Elizabeth et un Charmhorst. Ils sont... Ouais, c'est ça. L'autre Queen Elizabeth est de l'autre côté, là-bas. Voilà. Il soutient le Gaï 2 qui est revenu. Alors voilà pourquoi j'aime pas passer dans cette cape. Regardez, toute l'équipe rouge est là-bas. C'est-à-dire qu'ils ont carrément abandonné totalement l'équipe depuis le début. Il y a 6, 8 navires, plus le Pensa qui est mort, plus le Nagato, plus le Fidji. Ça fait donc 3, 6, 7, 8 navires qui étaient là. C'est-à-dire des canons complètement manqués au reste de l'équipe. Alors évidemment, là, ils poussent. Alors tous ceux qui sont devant eux risquent de souffrir. Mais pour peu qu'il y ait un ou 2 navires à Yaloma avec, il y a des torpilles. Bon, le Scorse avec des torpilles à 4 km, on va même pas en parler. Mais ils sont enfermés dans une nasse. Et ils ont complètement abandonné leur flanc gauche à eux. Au profit d'équipe de Falco. Là, je comprends pas ce que fait ce Queen Elizabeth, pourquoi il revient. Il aurait pu aller aider le reste de l'équipe sur le flanc gauche. Gleisner Pensacola qui se sont ramés pendant ce temps. C'est tout en bas
dans la base ennemie, donc on n'en tient pas compte. Un incendie, c'est sur le fuseau. Oui, le fuseau qui bizarrement est en première ligne, mais c'est pas lui qui fait l'objet du focus, il n'y a que Falco dessus. Ah, c'est sûr que là, il y a toute l'équipe et elle ne touche pas vraiment. Elle laisse le fuseau prendre le focus. Le fuseau n'est pas super protégé. Arrête, et regardez les points de vue du fuseau qui descendent à une très grande vitesse. Là, tout le monde s'est mis sur le fuseau. Alors le pauvre Maury, j'en ai pas parlé, mais il s'est fait couler tout à l'heure. Fuseau qui est en train de s'en aller, il en a ras-le-bol. Vous voyez, incendie sur incendie, 90 000 de dégâts. Et quelques d'Elisabeth à nouveau qui fait des kills du fuseau. Ma foi. C'est quand même 2. C'est bien. Je suis pas certain que Falco apprécie ce genre de KS. Bon, l'Émile Bertin, lui, à mon avis, il va pas faire long feu. Là au bas qui arrive, voilà, le Queen Elizabeth se fait l'Émile Bertin. Ça fait il s'est fait un Kraken. On va être curieux de voir son classement parce qu'il a quand même fait pas mal de... Il a pas mal, on va dire, sécurisé de kills. Et allez donc, encore un, ça fait le 6ème. Là on est... Ouais, je veux pas dire qu'il y a au moins 3 vols de kills, mais pas loin quand même. Il y a pas loin de 3 kills sécurisés et au cœur de la bataille en même temps. C'est difficile de parler de vol de kills, mais... bon... Les Falco et autres qui ont fait un maximum de dégâts peuvent se sentir frustrés quand même. Et ils auraient raison. Ouais, Falco qui vient de mettre une... Et qui vient de se plaindre. Apparemment, il y en a assez des vols de kit du Queen Elizabeth. Faut reconnaître que bon, c'est assez suspect quand même. Il a quand même été toujours là pour terminer les adversaires. Voilà, fin de la bataille. Retour au port, donc on va regarder les écrans de bataille tout de suite. Donc c'est une victoire, 5610 points d'XP. Je crois que Falco n'est pas un compte premium, donc c'était pas mal du tout. Bon, il y a forcément quelques flags, mais enfin bon, par contre 1124 d'XP libre, c'est énorme. 181 coups à la cible, un navire coulé, 10 incendies. C'est bien, c'est un bon ratio, c'est un excellent ratio. Alors, il finit premier. Alors, le Queen Elizabeth avec ses 6 kills finit juste derrière, donc il a quand même fait des dégâts. Même si avec un Kraken plus 1, il aurait largement dû finir premier si ça n'avait pas été s'il n'y avait pas sécurisé 1 ou 2 kills quand même, hein, voire 3. Étudions un peu les dégâts qu'il a fait. Donc il a coulé le Fidji. 31 000 de dégâts sur le Nagato, sur le Fuseau 31 000 aussi. Là au bas, il est mis Bertin 5 000 ou 3 000, enfin quasiment 4 000. Il a tiré 146 obus HE, 40 seulement en AP. On a vu dans quelles circonstances. Il a tanké pour 276 000, donc il est resté relativement safe. Mais c'est les circonstances qui voulaient ça. Et il ne faut pas y aller YOLO du tout avec un Scorce, hein, il n'a pas le blindage pour ça. Moi je joue plus électron libre, mais sa manière de jouer et la manière avec laquelle il faut jouer le Scorce. C'est-à-dire qu'il faut le jouer réellement en soutien à l'arrière des cuirassés et surtout éviter d'attirer l'attention. Donc il a fait exactement ce qu'il fallait. Le résultat c'est qu'il finit premier de ta bataille, c'est parfait.
Donc oui, effectivement, vous voyez, il est pas un compte premium. Donc il a gagné 153 000 ducats, on va dire, des douais, on va l'appeler ça comme ça. Son commandant a pris 7000 points d'XP, c'est pas mal. Hein. Alors, j'ai beaucoup sur la fin parlé des vols de kill du Queen Elizabeth. Je le regrette un peu, on aurait dû tirer un peu plus étudier mettre un focus un peu plus sur la méthode, mais le style de jeu de Falco sur ce coup-là est un peu différent de ce qu'il fait d'habitude, où il est beaucoup plus, il va beaucoup plus au contact, au fight. Mais bon, il a intégré que le Scorch n'était pas du tout outillé pour ça, il n'a pas le blindage pour ça. Donc il a joué en utilisant maximum les forces de son navire. Voilà. Maintenant, on enchaîne sur la bataille du Chapayev. Et on va essayer de bien comparer, si vous voulez, ce qui est comparable et ce qui ne l'est pas, en termes de gameplay de ces deux croiseurs. A tout de suite en bataille. Donc, cette vidéo avec le Chapayev, c'est Falco, encore lui, qui m'a gentiment transmis cette vidéo. Falco qui a donc un Chapayev préparé avec un radar et un anti-air. Donc un anti-air qui sera utile parce qu'il a en face de lui à Saipan. Il est en division avec Mori à bord de son monarque, le cuirassé anglais de tier 8. Une bataille essentiellement de tier 8. Enfin, le plus haut tiers est tier 8, il y a pas mal de tier 6. Le Chapayev va pouvoir effectivement donner toute sa mesure, mais avec une certaine prudence. Je rappelle que le Chapayev n'a pas un blindage de folie. Falco étudie la situation sous tous ses angles, visiblement. Alors, contrairement à ce que dit souvent Falco, quand il explique mais non, il est très prudent. Falco a une tendance à aller un petit peu en première ligne. Il est assez... je vais voir comment il va jouer parce que, comme je vous ai expliqué, le Chapayev est un navire plus de support que véritablement un navire électron libre. Il faut, a priori, moi je ne joue pas le Chapayev en électron libre pour des tas de raisons. En plus, c'est un navire qui est très vite focus par les ennemis, c'est la première des raisons. Alors voilà, là l'anti-air a plutôt été efficace, il a détruit 2 chasseurs ennemis, c'est bien, le spot a été réduit. Et là pour l'instant il est prudent, effectivement, il reste dans sa base, il empêche, il a raison, on est simple, hein, il y a les chasseurs ennemis qui s'approchent, qui peuvent donc venir spotter. Donc il va pouvoir mettre toute sa mesure, voilà, il relance son anti-air, parce qu'effectivement, il ne cherche pas le contact avec les adversaires, il se met en intersection des navires, des avions ennemis, et en support potentiel des chasseurs de son porte-avions. Là, il attend le bomber, c'est clair. Je pense que le chasseur, le Kaga aurait pu essayer d'attirer les chasseurs ennemis au-dessus du Chapayev. Ça lui aurait fait un bon support, mais je pense qu'il n'a pas percuté que Falco était comment dirais-je, était en anti-air. Ça aurait bien servi. Continue à apporter le maximum de soutien, se rapprocher autant que possible. Mais là, il va pouvoir faire jouer ses canons, parce qu'il y a un Leningrad qui est importé. Oh, il a encore détruit un avion, c'est toujours ça de gagner. Là, on a le rôle du Chapayev un des rôles du Chapayev en entière, en tout cas. Comme je l'ai dit, moi, mon Chapayev, je le prépare, il est vraiment configuré chasseur de destroyer, donc j'ai le sonar et j'ai l'hydro. Je n'ai pas mis l'anti. Là, à nouveau les avions ennemis. Là, je pense que les bombeurs, c'est pour lui.
clairement pour lui. Il a raté, il a quand même abîmé le lanceur de torpille, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et il continue à s'en servir comme vraiment une tourelle anti-aérienne de son Chapayev, et c'est efficace. Il a détruit 5 avions, c'est pas mal du tout. Mais maintenant il va falloir qu'ils sont sérieusement à aider. Par contre, le porte-avions, qu'est-ce que fait leur porte-avions? Il est parti, lui il va où là? Le Kaga. Alors là évidemment. Voilà, l'autre qualité du Chapayev, ça va être si son reload. Il a intérêt de tourner parce que le Bismarck, je pense qu'il sait. Ouais, voilà. Je l'ai dit, hein, il a 3 cuirassés à tirer. Le Bismarck, le York, pareil. Ils ont 3 cuirassés sur lesquels tirer, mais ils tirent sur le Chapayev. Chapayev, c'est un vrai poison. Si tu flottes, c'est un vrai poison. Grosse efficacité. Déjà 12 000 de dégâts alors qu'il vient de commencer à tirer, pratiquement. Depuis 2 minutes. En plus, il a bien assemblé, qui brûle toujours. Les deux DD sont à la chasse au porte-avions. 45 de danger, en cher. Un poil en retrait, ça. Là, ça va tomber. C'est bien. Les deux a commis l'erreur de ralentir. De sortir le Gaïdeux. Voilà, pour moi, le rôle le plus intéressant du Chapayev, c'est la chasse aux destroyers. Il est incontestablement taillé pour ça. Peut-être plus encore que le Scorch, clairement. Allez, il peut sortir, il va bien incendie en plus. Ah, le LED. Allez, sur le Leningrad, il peut sortir le Leningrad aussi. Alors Kaga a été coulé, ça c'est pas cool. Kaga a fait vraiment une grosse erreur, il a fait une faute d'inattention. Il a commencé à croire que la flotte partirait sur sur leur gauche, sur leur droite, pardon. Et il s'est plus occupé de la course de son navire. Grosse erreur. Là c'est quand même une grosse perte, hein. Ils viennent de perdre un porte-avions, le porte-avions de l'équipe. Alors là, il y a des Bismarck qui est carré, c'est original. Maury est en train de spammer la case, les cases de 4, des 3, les 3 cases pour expliquer que c'est là qu'il y a le push ennemi qui sont en train de rentrer dans la base, quasiment. C'est là qu'il faut aller chercher. Ils sont pas très nombreux à protéger. Il y a un croiseur. Il y a Maurice, et il y a Falco pour protéger la base. Le croiseur, c'est un Leander. Il utilise le Leander. Le Bismarck qui subit mollement quand le Leander le tire dessus. Le Bismarck est rentré dans le cap, c'est le Duke of York, les points de cap pour l'instant. Enfin, c'est vrai qu'il vaut mieux se focaliser sur le Bismarck pour sortir un des poissons les plus rapides, les plus redoutables du jeu de cette partie. Je pense que là, bon, c'est Maurice, ouais.
Pas vraiment un vol de kill, mais il fallait le sortir. Mais maintenant il faut décaper, il faut vite décaper. C'est le Duke of York. Voilà, là elle commence. Il s'est pris quand même une petite châtaigne, un 4000 points dans la vue. Alors là il est... Je crois qu'il y a que le Duke of York qui a capé. Il y a le Gaïdo aussi, hein. Le Gaïdo n'a pas été sorti. Est-ce que c'est lui? Parce que là il touche le Duke of York et il ne récupère pas, il récupère pas de point de cap. Il doit y avoir le Gaïdo dans le... Ouais, il y a une smoke là. Il y a le Gaïdo qui est dans... Voilà, le Gaïdo. On va sortir. Très vite. Ça c'est bien tiré ça. Ouais. Ah là là, les points de cap ont été annulés. Ils sont en train de repousser l'assaut ennemi. Attention parce que le monarque est en gros danger. Il a quand même 2-3 heures sur le dos. À York, il y a un Edinburgh. Et l'Edinburgh, il fait très très mal. Donc il faut protéger le monarque maintenant. C'est quand même la base principale de la défense maintenant. Le monarque est quasiment mort. Le monarque est mort. Le Gaïdo l'a coulé à la torpille. Le Léander tout au nord s'enfuit. Donc le Falco est livré à lui-même. Il est en face de 3 navires quand même. Faut vite qu'il sort. J'aurais pu passer la paix, ça aurait pu. Même si l'Édimbourg est en... Voilà, là, il aurait pu faire très mal à la paix, il aurait pu le sortir. Enfin là, je pense qu'il va le sortir. Voilà. Ah non, voilà. Ça c'est bien. Pendant ce temps, il y a leur destroyer. Il y a un de nos destroyers qui est en train de caper la base ennemie. Donc lui maintenant il faut qu'il s'enfuit parce qu'il va être focus par tout le monde. Le Leander est trop loin pour être une cible facile, donc la paillette qui va être... La cible c'est une belle bataille. Là ça y est, il est passé à la paix, là il va faire mal au gars. Non, lui il a très mal hein. Et la midi, entre lui et le Scorpion, il est relativement à l'abri. Là, il vient de se prendre un incendie, c'est pas cool. Et pendant ça, il décape. Il empêche les points de cap. Leur déployé est en train de caper. Voilà, je pense qu'il y a plus beaucoup d'espoir, il se présente de plan. Et qu'il y a... Il s'en sortira pas apparemment. 2 incendies sur le York. Le Duke of York va la sauver. Ouais, est-ce qu'il va sortir le York? Oh là là, il y a 444 points de vie. Et il remet un incendie. C'est le Duke of York qui l'achève, mais il lui a mis un incendie au York. Et le York brûle-t-il? Oui, le York brûle, donc il va peut-être le finir. Voilà. Ils n'ont plus que le cuirassé qui est en train de caper. Une super bataille. Le Leander, lui, bon, bah, il reste en défense mais lointaine et il ne peut pas faire grand chose. Alors c'est pas un Funky, c'est un Futchun. Et le Futchun il est en... Alors là j'ai un bouton en bug, c'est rapide.
Ouais, ça c'est un bug dû au jeu, c'est pas un bug dû à mon logiciel de capture, c'est le jeu qui va un peu trop vite, c'est bizarre. Si je ralentis, je vais ralentir le... Non, je peux pas ralentir. C'est à vitesse minimum. Ouais, mais bah, du coup, il n'y a plus personne. Donc là, c'est de nouveau l'ennemi qui est en avantage, puisque personne ne peut couler le Duke of York et le Leander ne le sortira pas. Donc le Leander doit se mettre là et quand ils vont arriver à s'en sortir, ils sont deux à caper. Donc le Leander a juste besoin, voilà, boum, il a besoin de réduire les points de cap ennemis. Ça va se jouer vraiment très tendu. Mais là, ils sont deux dans le cap ennemi, donc ça va monter très vite. Et comme en plus Leander, au mépris de sa sécurité, est en train de décaper le Duke of York, c'est bien joué. Je crois que maintenant, le Leander peut même s'arrêter de tirer. Parce que là... ouais, il aurait pu s'arrêter de tirer tout en le smoke. Maintenant, le Duke of York, ça ne montera pas assez vite les points de cap de l'ennemi. Ah, il se met de flanc. Voilà, boum. Ouais, c'était peut-être un poil inutile, mais bon, s'il arrive à le couler, il aura fait un joli coup. Voyons. Il n'y a pas une grosse avance, hein. 347 à 332. La base sera probablement capturée avant que les torpilles fassent leur effet. Non, peut-être pas. Ah, ça se joue à pas grand chose. À quelques secondes, le Leander ne touchera pas le Duke of York. Voilà. Il l'aurait probablement touché, mais bon. Fin de la bataille. Bien, nous en terminons avec ce Chapayev, qui est un splendide navire très efficace, mortellement dangereux. Il a un excellent reload, mais il est très fragile. Vous avez vu que sur un plan strictement stratégique, il se joue légèrement différemment, même s'il y a quand même pas mal de points communs. Sur la deuxième partie de sa bataille, il a joué quand même comme un Scorce, c'est-à-dire en support des cuirassés, à protéger sa base. Mais pour le reste du temps, il pouvait jouer d'abord en repérage avec son radar et ensuite en entière. Donc lui, il a utilisé son entière et il l'a bien utilisé. Il a été sacrément utile puisqu'il a contrarié considérablement les attaques du porte-avions ennemi. Dommage que leur porte-avions ait été un peu moisi sur sa façon de jouer. Bon, on passe aux écrans. Donc 4462, 224 d'XP libre. Il a accompli une tâche, je sais pas laquelle, mais peu importe. 3 kills. Il a défendu la base. 11 incendies pour 234 coups au but. Il a fait mieux qu'avec son Scorce en termes de hit, alors qu'il a commencé avec, au bout de 3 à 4 minutes de jeu, à tirer, pas avant. C'est énorme. Ça prouve aussi qu'il est diaboliquement précis, ce Chapayev. En même temps, bon, il défendait la base, donc il avait qu'à tirer sur les ennemis. Mais 106 000 de dégâts, ça prouve son efficacité. Il finit largement premier, très largement, même 300 points d'avance en XP de base face à un Amagi. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Mori, avec son monarque, finit troisième. Les deux défenseurs de la base ont été primés clairement dans cette bataille. Donc couler le York, le Gaïle, l'Edinburgh, 24 000,
41 000 sur le Bismarck, 22 000 sur le Duke of York, évidemment. Les cuirassés, c'est du pain béni pour un Chapayev avec son reload. Mais je rappelle qu'à tout prix, le Chapayev avec son radar, ses ennemis, et il est le prédateur des destroyers et de certains croiseurs comme les Lindbergh. Il est vraiment leur prédateur. Bon voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Il a tanké pour 1 million. Donc aussi ça explique probablement aussi son classement, parce que 1 million, c'est énorme. Hein. C'est énorme pour un croiseur, c'est vraiment beaucoup. Voilà. On va revenir dans le port. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à féliciter Falco, il le mérite. Il a fait 2 grosses batailles, là, franchement. Il est très impressionnant parce qu'il a joué vraiment un petit peu à l'opposé de sa nature. Il a été très défensif. Et dans les 2 cas, il a été en soutien, alors qu'il aime plutôt être en première ligne. Là, il s'est obligé à rester en soutien. Et il a montré qu'il maîtrisait parfaitement ce rôle qu'il s'était octroyé. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien.